Maintenant, on va passer aux travaux pratiques sur la Quantum Learning Machine, donc la QLM. Et c'est donc Sabine qui va nous expliquer, Sabine Caravel d'Atos, cette démonstration. Donc Sabine, juste pour vous présenter brièvement, vous m'avez fourni un CV un peu plus court que Xavier. Donc vous étiez d'abord chargé de marketing produit de l'offre supercalculateur, puis chef de produit de l'Atos Quantum Learning Machine, donc la fameuse QLM, l'offre phare quantique d'Atos. Et depuis janvier 2021, vous êtes responsable du business développement autour de l'informatique quantique chez Atos. Donc bienvenue et à vous la parole. Merci. Bonjour à tous. Moi, aujourd'hui, ce que je propose de faire, c'est de vous faire une présentation un petit peu rapide de notre offre Atos Quantum Learning Machine, dont j'étais pendant quelques temps chef de produit. Et pour que ça rende les choses un petit peu plus vivantes, on vous a proposé une démo, alors qui est un petit peu particulière parce que du coup, on a filmé la vidéo de la démo et je vais parler dessus, donc soyez indulgents. Donc, pour commencer sur la présentation de notre Quantum Learning Machine, initialement, en fait, elle a été pensée comme une plateforme d'apprentissage qui devait permettre à nos utilisateurs de se former à la programmation quantique avant même d'avoir accès à des prototypes ou à des accélérateurs quantiques véritables. Et donc, aujourd'hui, notre portefeuille de solutions s'est un petit peu développé autour de cette QLM. Et donc, pour commencer un peu du point de vue de l'utilisateur, tout commence avec MyQLM, qui est notre environnement de programmation quantique gratuit que vous pouvez trouver sur le site web d'Atos, qui permet de décrire des circuits quantiques en s'appuyant sur un langage qui est inspiré du Python. Donc, c'est assez facile d'accès et qui permet sur une machine standard de lancer des simulations jusqu'à une vingtaine de qubits. L'un des points un petit peu particuliers de MyQLM, c'est que c'est complètement interopérable avec les principaux environnements de programmation quantique qui existent par ailleurs, comme Qiskit, l'environnement d'IBM, Cirq, celui de Google, Pikewill, celui de Rigetti. Et on fournit également des connecteurs avec Project Q. Et ces connecteurs, ils sont disponibles le code source est fourni sur notre GitHub pour que les utilisateurs puissent les faire évoluer et puis les adapter à d'autres environnements auxquels ils ont accès. Pour des utilisateurs qui ont des besoins de simulation un petit peu plus avancés et qui auraient besoin également de préparer du code qui finalement, de manière ultime, tournerait sur des accélérateurs quantiques, sur des architectures quantiques réelles. On a donc la QLM, qui est notre offre commerciale, qui est la boîte blanche que vous voyez là et sur le Kakemono ici, qui est donc une appliance. Donc c'est une architecture classique inspirée du calcul à haute performance sur lequel travaille Atos, avec un environnement logiciel qui permet donc de préparer du code une seule fois et d'utiliser des optimisateurs pour prendre en compte un certain nombre de contraintes spécifiques liées aux différentes technologies quantiques et qui permet également de faire tourner son code sur des émulateurs de machines quantiques. L'idée, c'était que dans un premier temps, cette machine, elle a été pensée comme un outil de formation. Et de plus en plus, ce qu'on voit du côté de nos clients, c'est qu'ils l'utilisent à mesure qu'ils ont accès à des technologies quantiques comme un frontal universel qui leur permet donc de lancer des simulations réelles sur différents types d'accélérateurs quantiques. Et comme on l'a vu et ça a été répété, c'est un sujet qui est quand même très très innovant et qui nécessite finalement d'être formé, d'être accompagné dans sa découverte. Atos également a décidé de fonder une practice de conseil pour accompagner ses clients dans leur montée en compétences sur la programmation quantique et notamment en utilisant la QLM. Donc, pour rappeler un petit peu les usages possibles de ce type de plateforme, dans un premier temps, comme je vous disais, elle a été pensée comme un environnement de formation. Donc, la QLM, elle peut être utilisée à ces fins-là.
Comme c'est une architecture classique, donc elle permet à la fois de concevoir de nouveaux programmes, mais elle permet également de les débugger. Sur une machine classique, on peut mettre des checkpoints qu'on ne peut pas nécessairement faire sur un accélérateur quantique où c'est beaucoup plus compliqué. Et comme elle permet finalement d'optimiser son code par rapport à des contraintes de différents types de matériel, ça permet aussi d'optimiser le choix du matériel dans lequel on veut investir en fonction des cas d'usage sur lesquels on travaille. En tout cas, c'est l'ambition qu'on affiche avec cette plateforme. Et enfin, comme c'est basé sur une architecture classique, on l'a vu de plus en plus à l'ère du NISQ, on va travailler sur des algorithmes variationnels qui itèrent entre un optimisateur classique et un circuit quantique. Nativement, la QLM, elle le fait finalement, puisqu'elle est basée sur cette architecture classique. Donc, c'est des différents types d'usages qu'on va explorer plus tard dans la démo. Donc, pour vous donner un petit aperçu du périmètre fonctionnel de la machine, donc à gauche, vous retrouvez tout l'environnement de programmation qui a été vraiment pensé pour le rendre le plus accessible possible à des gens qui commencent à se former sur ce sujet-là. On a encodé déjà un certain nombre d'algorithmes variationnels connus. On va le voir dans la démo avec l'algorithme QAOA, par exemple. On a beaucoup de clients aujourd'hui qui travaillent sur des problèmes d'optimisation combinatoire et donc on a vraiment voulu faciliter l'utilisation de la machine pour préparer la résolution de ce type de problème. Donc on a des classes de problèmes d'optimisation combinatoire et on facilite également l'encodage de ces problèmes. On a des kits d'interopérabilité, comme je vous le disais, avec des environnements existants. Ensuite, vous avez un bloc qui concerne l'optimisation. Et donc, l'optimisation de circuit, on l'a pensé notamment comme le lien avec les contraintes de l'état de l'art du matériel quantique. Et donc, ça va être des optimisations en termes de réécriture d'instructions, de jeux d'instructions. C'est-à-dire que tous les jeux d'instructions ne sont pas disponibles sur toutes les technologies matérielles. Et donc, vous pouvez utiliser des optimisateurs dans la QLM pour réécrire le code avec les jeux d'instructions disponibles. On a des optimisateurs qui prennent en compte également la connectivité des qubits sur une puce quantique. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le N-izer et ça va être illustré dans la démo également. Et puis sinon, pour également aider les utilisateurs à optimiser leur code, on a des optimisateurs de circuits et notamment des optimisateurs qui permettent de réduire le nombre de portes dans un circuit quantique. Et enfin, comme c'est vraiment comme ça qu'on l'avait positionné au départ, c'est un émulateur. Vous allez trouver plusieurs outils de simulation. Donc des outils de simulation de qubits parfaits, c'est-à-dire dans le meilleur des mondes, comment les qubits devraient se comporter, et des simulations qui prennent en compte le bruit quantique, qui est finalement un paramètre avec lequel il va falloir compter au moins dans un avenir proche à l'ère du NISQ, pour justement prendre en compte finalement l'impact que le bruit quantique peut avoir sur les résultats d'une simulation. Et c'est toujours mieux du coup de voir à quel point c'est faux, pourquoi c'est faux, et d'où ça peut venir, et comment optimiser son code par rapport à justement ce bruit quantique. Parmi les simulateurs parfaits, on en a 5 pour les ordinateurs à porte, et notamment un simulateur de type assez brut qui va calculer l'intégralité du vecteur d'état à toutes les étapes du calcul. Mais vous avez également des simulateurs qui effectuent un certain nombre de contractions et qui permettent une évolutivité finalement en termes de nombre de qubits simulés bien supérieure. Donc aujourd'hui, en utilisant le simulateur Linalg, on va jusqu'à une quarantaine de qubits sur la plus grosse machine. C'est-à-dire si vous calculez l'intégralité du vecteur d'état, en utilisant des contractions, on va aller jusqu'à plusieurs centaines de qubits. Et enfin, on a inclus dans notre environnement, et donc ça c'est assez récent et ce sera illustré dans la démo, un simulateur à recuit quantique qui permet donc de préparer du code pour des machines de type D-Wave et finalement émuler son comportement sur la QLM. Donc c'est une autre approche de l'informatique quantique qui intéressait la plupart de nos clients et qu'on a voulu proposer dans cette machine. Donc je vous le disais, effectivement, depuis, je crois, il y a à peu près 2 ans, on fournit maintenant l'environnement de programmation de la QLM dans un outil qui est accessible à tous, qui s'appelle MyQLM.
qui a été pensé vraiment comme un outil de dissémination et de formation. Vous allez trouver tous les classiques des projets communautaires. Donc, vous pouvez contribuer au projet sur un GitHub. On a également décidé de fournir tout un tas de tutoriels Jupyter Notebook pour faciliter l'adoption de la programmation quantique. Et ces tutoriels sont notamment hostés, donc hébergés sur MyBinder, ce qui fait que vous n'avez même pas besoin de télécharger MyQLM pour commencer à jouer avec. Et donc, pour bénéficier du soutien de la communauté, on a également un forum Slack. Donc, je vous invite à télécharger et commencer à jouer avec l'outil. Maintenant, on va passer à la démo. Alors, ce qu'on vous propose pour cette démo, voilà, ça va être en gros d'étudier la préparation de la résolution d'un problème mathématique d'optimisation combinatoire en utilisant les différentes fonctionnalités de la QLM. Heureusement que j'avais demandé de l'indulgence. Ok, donc là, c'est effectivement l'environnement tel qu'il se présente, donc sous forme de Jupyter Notebook. Ce qu'on a décidé de faire dans un premier temps, c'est de résoudre un problème de type max-cut. Et donc, on va le voir. On va pouvoir définir le problème dans la QLM en utilisant un certain nombre d'outils. Je vous parlais tout à l'heure des classes de problèmes d'optimisation combinatoire. On va les utiliser. Ensuite, on encodera le problème et puis on testera sa résolution par deux approches. L'une par l'informatique quantique apporte, en utilisant l'algorithme variationnel QAOA. Et puis, le deuxième via Simulated Quantum Annealing, donc la simulation de recueil quantique. Donc, pour définir le problème, tout simplement, comme la plupart des problèmes d'optimisation combinatoire, MaxCut, il peut être réduit à un problème MP difficile. Donc, on en a un certain nombre qui sont déjà encodés dans la QLM. Ça peut être des problèmes de graphes, de partition de nombres ou d'optimisation. Le problème MaxCut, assez simplement, il s'agit de diviser un graphe en deux graphes en coupant le maximum d'arêtes possibles. Et les applications de ce problème mathématique qui peut paraître un peu abstrait, on en trouve dans beaucoup de domaines, et notamment tout ce qui est conception de réseau, physique statistique, conception de circuits en microélectronique et classification de données. T'arrives à... Donc, pour la définition du problème, tout simplement, comme il s'agit de couper un graphe en deux, on va générer ce graphe de manière aléatoire. Donc ici, on a choisi de générer un graphe avec 12 sommets. Un graphe qu'on va pouvoir afficher. Voilà. Donc l'idée, c'est que ce soit le plus graphique possible. Donc vous avez bien un graphe avec 12 sommets. Ensuite, on va encoder ce graphe sous la forme d'un hamiltonien. En fait, tout simplement, ça va être la somme de produits de variables qui vont vous dire simplement si U et V se trouvent dans le même sous-graphe, alors le produit vaut 1, et s'ils sont dans deux graphes différents, le produit vaut -1. Et donc, mathématiquement, la résolution de ce problème max-cut va tenir dans la minimisation de cette fonction de coût. Et pour faciliter un petit peu l'encodage du problème, on a effectivement dans la QLM des classes de problèmes d'optimisation combinatoire. Ici, on va utiliser directement MaxCut qu'on va appliquer au graphe qu'on a conçu précédemment. Et donc la QLM, elle va simplement vous renvoyer dans un premier temps que vous avez encodé un problème, voilà, à 12 variables et 25 clauses, et les 25 clauses étant les arêtes finalement de votre graphe. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire avec la QLM, c'est qu'on va explorer finalement une méthode de résolution en utilisant l'informatique quantique apporte ou digitale, en utilisant l'algorithme variationnel QAOA, Quantum Approximate Optimization Algorithm, qui est assez connu, et qui est un algorithme variationnel qui effectivement itère entre un circuit quantique et un optimisateur classique. Et dans le cas présent, on a choisi l'optimisateur Cobila.
Donc, grâce à la QLM, elle va vous permettre de générer ce qu'on appelle un circuit paramétrique. C'est-à-dire, c'est un circuit quantique dont les angles pour les rotations n'ont pas été fixés. Ce sont encore des variables qu'on va pouvoir optimiser. Et donc ici, elle va vous générer un circuit quantique à 186 portes. Donc, on a des outils de visualisation qui vous permettent un peu de scroller, de regarder. Donc là, vous avez bien 12 qubits avec donc un certain nombre de portes qui leur sont appliquées. Et vous avez bien un circuit paramétrique et vous voyez les paramètres gamma 0, bêta 0 et gamma 1 et bêta 1. Ensuite, on va utiliser on va soumettre ce circuit finalement à un optimisateur en utilisant la pile d'exécution de la QLM, qui est composée d'un certain nombre de plugins qui donc mettent en œuvre le pré-processing et le post-traitement des données, ainsi qu'un back-end de simulation. Donc, c'est un QPU émulé. Ici, ça va être l'INALG. Et donc, l'avantage de la QLM, c'est que le fonctionnement en plugin peut vous permettre finalement d'empiler ces fonctionnalités de pré- et post-traitement. Donc ici, on a un optimisateur qui est Kobila, une fonction qui vous permet justement d'afficher l'optimisation de la fonction de coût au fur et à mesure des itérations. Ça permet un petit peu de se rendre compte aussi de la rapidité de cette optimisation. Et donc, dans le cas présent, effectivement, le back-end, c'est l'INALG, donc c'est le simulateur qui permet de recalculer l'intégralité du vecteur d'état à toutes les étapes. Donc ici, vous avez 127 itérations et vous obtenez effectivement une valeur optimisée pour les angles dont on parlait dans le circuit paramétrique, bêta gamma 0, gamma bêta 0 et gamma 1, bêta 1. Et donc ici, on va les réinjecter dans le circuit paramétrique pour finalement calculer la fonction de coût minimisée. Et donc, vous voyez que les angles qui auparavant étaient toujours sous forme de variables ont été réinjectés dans le circuit. Donc ici, on va simuler le 100 runs sur un QPU sur lesquels on va... Oui, pardon, 1000 runs sur un QPU, pour lesquels on va ensuite récupérer la distribution de probabilité des résultats et on va prendre les résultats finalement qui apparaissent le plus fréquemment. Et donc ici, vous avez effectivement la décomposition du graphe en 2 sous-graphes qui est encodé de la manière sur laquelle on avait encodé précédemment. Et on va pouvoir l'afficher voilà, de manière graphique. Vous avez bien vos 2 sous-graphes. Et ce que ça vous dit, c'est que vous avez un max cut à 21, ce qui veut dire que grâce à cette méthode de résolution, vous avez été capable de scinder votre graphe en 2 sous-graphes en coupant 21 arêtes sur les 25. Donc ici, on a voulu un petit peu illustrer le fait que la QLM, elle se pose pas en concurrente des technologies quantiques qui sont actuellement à l'étude, mais qu'elle se positionne comme un complément, un outil qui permet de préparer du code pour justement tirer le meilleur de ces technologies quantiques qui progressent actuellement. Et donc aujourd'hui, on va regarder comment on va choisir l'une des puces d'IBM, l'une des topologies des puces d'IBM pour finalement regarder l'impact de ces contraintes topologiques sur le circuit qu'il va falloir ensuite préparer pour utiliser cette puce. Et donc la QLM, elle utilise un outil qui s'appelle le NNizer, qui est un outil très optimisé qui insère finalement des portes swap pour prendre en compte la connectivité limitée des qubits sur une puce quantique et donc faire en sorte que raisonnablement, on arrive à faire tourner le circuit sur ces technologies. Donc afin de faciliter un peu cette adoption de ces contraintes topologiques avec lesquelles il va falloir compter, notre équipe, elle a déjà
proposer au sein de la QLM un certain nombre de topologies connues de puces existantes. Donc pour les puces d'IBM, on a par exemple les topologies des puces à 5 qubits, ici 14 qubits. Et donc, dans le cas présent, comme on a besoin de 12 qubits pour résoudre le problème, comme on a pu le voir, on va prendre la puce Melbourne à 14 qubits. Donc, vous voyez la topologie en bas, donc on voit bien comment les qubits sont couplés. Et donc ici, on va importer effectivement la topologie choisie dans les spécifications matérielles. On va ensuite utiliser le fameux plugin N-Nizer dont je vous parlais, qui est un solveur de contraintes topologiques optimisé par Atos. Et on va ensuite donc regarder, finalement, faire une comparaison du nombre de portes qu'on avait sur le circuit initial et voir l'impact que ça peut avoir sur le nombre de portes finales, une fois que la contrainte topologique a été prise en compte. Donc, comme vous pouvez le voir, on est passé de 186 portes initialement, si on ne prend pas en compte cette contrainte, à 263. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si on avait tout bêtement inséré des portes swap là où les qubits n'étaient pas censés communiquer, on pourrait obtenir plus du double de ce nombre de portes-là. Donc la proposition qui est faite par Atos dans le N-Nizer de la QLM, elle est déjà optimisée finalement. Et oui, et comme vous pouvez le voir, effectivement, on n'utilise que 12 qubits sur les 14 qui sont disponibles sur la puce Melbourne. Et ensuite, il suffit finalement, grâce à cette architecture de plugin, de rajouter le plugin N-Nizer au début de votre pile d'exécution pour que la contrainte topologique elle soit prise en compte dans le run. Et donc, vous voyez encore s'afficher l'optimisation à la volée, l'optimisation de cette fonction de coût. Donc, on obtient en 50 itérations cette fois-ci des paramètres optimisés. Et voilà. Donc ensuite, il suffira de les réinjecter comme précédemment. Donc maintenant, on va explorer une autre possibilité finalement qui nous est offerte par la QLM pour explorer un peu les technologies quantiques, la simulation de recuit quantique. C'est un fonctionnement un petit peu particulier, les machines à recuit quantique, parce que ça permet donc de résoudre des problèmes d'optimisation en utilisant l'effet tunnel finalement pour explorer l'ensemble du paysage et essayer de trouver un minimum global de la fonction de coût, comme vous pouvez le voir. Donc ici, exactement de la même manière qu'on l'a fait précédemment, c'est vraiment le même point de départ, on va créer le problème depuis le graphe à 12 sommets. Et donc vous voyez, c'est exactement le même problème qui est remonté. Ensuite, on va traduire ce problème sous forme Ising. Et donc on va extraire de cette traduction 3 paramètres qui sont la matrice de couplage que vous voyez ici, le champ magnétique et l'offset. Donc on travaille sur un encodage un petit peu différent. Et donc à partir de ces paramètres-là, l'avantage de travailler sur un émulateur par rapport au fait de travailler sur une vraie machine, c'est qu'on a la possibilité finalement de jouer plus facilement avec les paramètres, et notamment les paramètres de température. On a un certain nombre de contraintes quand on travaille sur une machine D-Wave qu'on n'a pas quand on travaille sur une machine classique. Et donc, on a accès à davantage de paramètres. Et pour les gens qui s'y connaissent pas trop, la QLM peut proposer le meilleur jeu de paramètres pour l'annealer simulé. Et donc, dans le cas présent, on va injecter dans l'algorithme SQA les données qu'on est allé extraire de notre forme Ising pour le problème, ainsi que les paramètres qu'on aura choisis pour justement effectuer cette fonction.
Et donc, vous allez retrouver la même division du graphe et voilà, la même typologie de résultats, ici aussi avec un max cut à 21. Donc, vous avez réussi à trancher 21 arêtes sur les 25. Donc pour résumer, dans cette démo, ce qu'on a voulu vous montrer finalement, c'est qu'en partant d'un même problème, qui est un problème d'optimisation combinatoire, dont on sait que ce sont des problèmes qui sont bien adaptés à une résolution par le quantique, on a pu étudier une première voie de résolution en utilisant l'algorithme variationnel QAOA sur des machines quantiques à porte. Et vous avez pu voir donc que la QLM permettait de générer des circuits paramétriques dont on pouvait ensuite optimiser les paramètres. Qu'on avait effectivement une architecture de piles d'exécution en plugin, ce qui permet finalement d'empiler les fonctionnalités de manière assez simple et de faire évoluer son code finalement de manière assez simple également. Et qu'on avait la possibilité dans la QLM d'optimiser son code pour le préparer plus spécifiquement à des runs sur des technologies quantiques particulières auxquelles vous pouvez avoir accès. Donc aujourd'hui, là, on a présenté l'exemple d'IBM, c'est vrai que c'est assez parlant, mais on a d'autres types de paramètres matériels qui sont disponibles, et je pensais notamment aux puces Rigetti pour lesquelles on a ces informations-là. Et puis, dans un second temps, on a également exploré la possibilité de préparer du code pour les machines à recuit quantique, qui est une autre approche, mais qui en général intéresse également nos clients. Je vous remercie. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Non. Parfait. Merci beaucoup. Sabine, il y avait une question que je me suis toujours posée, on a vu que le monde des qubits, c'est quand même une cible mouvante puisque ça change pas mal. Les générations de machines se suivent et ne vont peut-être pas se ressembler. Donc, comment vous récupérez des fabricants toutes ces données sur les qubits? On fonctionne beaucoup par écosystème. En fait, on travaille. Déjà, il y a des données qui sont publiées par les fournisseurs de technologies et c'est vrai qu'on travaille en mode projet avec pas mal de fournisseurs de technologies, et je pense notamment à peut-être une petite préférence qu'on va avoir pour des petits partenaires qui débutent sur des technologies innovantes et qu'on essaye d'accompagner aussi en utilisant la QLM dans ces projets de recherche et dont on bénéficie également donc, de la connaissance sur ce matériel pour alimenter nos propres recherches. Et quel est l'intérêt je sais pas, d'un IBM, par exemple, de vous fournir ces données sur leur qubit, par exemple? Ils les fournissent à tout le monde, en fait. D'accord. Elles sont vraiment disponibles, me semble-t-il, sur leur site web, tout simplement. Je parle c'est une obligation, c'est ça, pour pouvoir utiliser ces machines, d'avoir ces données? Alors, c'est pas toujours simple, Ouais. mais je voulais compléter un peu. Dans la QLM, il y a un module dont on n'a pas du tout parlé parce que c'est un module qu'on ne met pas à disposition du grand public. C'est un module de tomographie. Et on utilise beaucoup ce module de tomographie pour caractériser justement les qubits. D'accord. Et c'est aussi une proposition de valeur qu'on fait aux fabricants de qubits. C'est à l'aide de ces modules de tomographie eux-mêmes d'avoir des mesures objectives de la qualité et de l'évolution de la qualité de leurs qubits. Très bien. Je comprends l'intérêt dans ce cas-là. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, peut-être à distance d'abord, non? Dans la salle. J'espère ne pas avoir une question trop naïve, mais je comprends l'intérêt d'utilisateurs potentiels de technologie quantique et calcul quantique à s'entraîner avec tout ce que vous avez mis en œuvre. Mais du coup, quel est l'intérêt de ces utilisateurs-là à s'entraîner aussi directement avec les offres qui sont disponibles sur le cloud, par exemple de Microsoft ou d'autres? Ils font doublon. Qu'est-ce qu'ils vont chercher chez eux qu'ils ne trouvent pas chez vous? Et qu'est-ce qu'ils vont chercher? Enfin, j'ai compris ce qu'ils trouvent chez vous qu'ils ne trouvent pas chez les autres. Mais pourquoi est-ce qu'ils vont aussi s'entraîner directement sur les clouds qui sont accessibles? Moi, je pense que c'est toujours intéressant, au bout du bout, d'aller travailler avec une vraie machine quantique pour se rendre compte aussi de ce que ça représente, même en termes de temps de simulation, de contraintes, de résultats, de fiabilité des résultats, stabilité des résultats.
Donc, à mon sens, ce sont des offres qui se complètent pas mal. Après, le choix qui avait été fait par Atos de fournir une offre on-premises correspondait finalement au profil de la plupart de nos clients qui avaient des besoins de simulation accrue. Donc, ils avaient des équipes qui travaillaient de manière dédiée sur cette machine-là, et donc la partager dans le cloud, ça n'avait pas forcément de sens. Et puis, il y avait aussi des contraintes de confidentialité des données. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Alors, à quelle partie j'ai pas répondu? Dans l'autre sens? Oui, peut-être dans l'autre sens. Pourquoi finalement ils iraient voir des offres cloud, par exemple? C'est vrai qu'aujourd'hui, on a fait le choix d'avoir cette offre on-premise, mais pour quelqu'un qui voudrait juste faire un petit test rapide et se faire une petite idée rapide, des offres cloud, c'est une bonne approche. Voilà, ça coûte pas cher, on teste rapidement. Vous allez sur AWS, vous avez 1 heure gratuite, vous allez faire quelques runs, ça va rien vous coûter et vous ferez une idée. Maintenant, si vous voulez travailler et faire de la recherche et commencer à l'utiliser de manière intensive, vous allez voir que c'est loin d'être gratuit, c'est beaucoup plus compliqué. Mais donc les deux offres sont un peu, enfin pour moi, il n'y a pas d'opposition de principe, quoi. C'est peut-être mieux d'avoir une offre cloud et on réfléchit à nous-mêmes en avoir une pour faciliter justement cette première intuition. Mais à terme, quand on veut vraiment faire des travaux de recherche lourds et sur la durée, d'avoir à disposition ses propres ressources, c'est un vrai avantage. Par contre, inversement, quelles sont les performances de la QLM par rapport aux meilleures machines quantiques réelles? En fait, on ne peut pas comparer les performances en termes de rapidité d'un émulateur avec un vrai simulateur quantique. Dans les faits, nous, on ne se positionne pas face à eux en termes de performance, parce que l'accélération quantique, vous ne l'aurez que sur une machine quantique. Par contre, en termes de performance de simulation et d'émulation, rapidité du calcul, on a conçu, on s'est vraiment basé sur notre expertise dans le HPC pour optimiser le couplage entre les simulateurs logiciels et l'architecture sur laquelle ça tourne. Et donc, effectivement, on a des résultats comparés à des simulateurs concurrents qui sont très satisfaisants. Voilà. On va jusqu'à 100 fois plus vite que certains simulateurs qui sont disponibles dans le cloud, par exemple. D'accord. D'autres questions dans la salle? Je ne sais plus si vous l'avez déjà dit, mais combien de QLM, combien de clients en fait en ordre de grandeur avez-vous sur ce produit? C'est confidentiel. Alors, c'est une information qu'on ne divulgue pas, qui reste. Voilà. Après, l'ordre de grandeur, on va dire, on peut le comparer à l'ordre de grandeur du nombre de qubits disponibles sur un processeur actuel. Non, par contre, il y a une vraie différence aussi qu'on peut faire, une distinction qu'on peut faire entre le nombre d'organisations clientes d'Atos et le nombre d'organisations utilisatrices de la QLM. Et c'est quelque chose qu'on a pu apprécier quand on a lancé le club d'utilisateurs. C'est qu'effectivement, la plupart de nos clients ne travaillent pas seuls. C'est plutôt rassurant. Et qu'en fait, ils ouvrent l'accès à leur QLM à un grand nombre d'organisations. Et on a souvent des bonnes surprises quand on regarde les publications qui citent la QLM comme support de recherche, parce que je pensais notamment au projet qui avait été fait par Rolls-Royce sur de l'aéronautique. Bon, c'est sympa de se dire que ces gens-là utilisent la QLM. Voilà. Très bien. Encore une question. On a encore un peu de temps. Excusez-moi, ouais. Donc vous avez parlé d'une petite ouverture à la rigueur sur un cloud. Moi, je m'intéresse à la formation. C'est exactement ce dont on parlera cet après-midi. Est-ce que vous pensez avoir une ouverture privilégiée à la formation, aux universitaires et aux écoles d'ingénieurs? Oui, alors c'est vrai que là, on déborde un peu du cadre strict de la démo. Et on anticipe peut-être un peu ce qui va se dire cet après-midi, mais c'est vrai que la formation, c'est un élément clé à plusieurs titres, hein. Nous, on le voit à la fois pour nos besoins propres. On a des difficultés de recrutement.
pour le besoin de nos utilisateurs. Aujourd'hui, avoir quelqu'un qui s'y connaît un peu, on va dire, en programmation quantique, c'est tout de suite des niveaux d'études de type doctorat. Et on a besoin, clairement, et nos utilisateurs, nos clients ont besoin d'avoir une généralisation de ces compétences à des niveaux Bac plus 5, des masters, des diplômes d'ingénieurs. Et donc, véritablement, c'est un sujet qui nous tient à cœur et pour lequel on veut développer. Et donc, c'est une initiative qu'on appelle. Alors, pour le moment, c'est une initiative pour laquelle on n'a pas communiqué à l'extérieur, qui s'appelle l'Atos Quantum Academy, dont l'objectif est de travailler en partenariat avec des universités et des écoles d'ingénieurs pour proposer des cursus aussi bien en formation initiale de master ou diplôme d'ingénieur qu'en formation continue. Parfait, on aura peut-être l'occasion d'en reparler cet après-midi. Bonne information. Merci à tous les intervenants de la matinée. Merci Sabine. Et donc, on se retrouve tous, alors en présentiel ou en distanciel, à 14h. Et je remercie encore les intervenants pour la qualité des présentations de ce matin et pour avoir presque parfaitement tenu le timing. Merci à tous. À tout à l'heure.